on a fait marcher en séance de travaux pratiques l'amplificateur non inverseur. On a vérifié que le circuit à Pontevin, ça fonctionnait bien comme un passe-bande avec une fréquence de résonance. Donc F0 égale à 1 sur 2pi RC, c'est-à-dire oméga 0 sur 2pi. N'oubliez pas le facteur 2pi. Donc il valait environ 1,6 kHz avec les valeurs qu'on avait prises pour R et C. Hein, c'était 1 nanofarad et 10 kOhms. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'oscillateur, pourquoi ce circuit-là va se mettre à osciller tout seul. Alors pour ça, je vais d'abord faire une petite manip. Donc comme je l'ai déjà dit, surtout remarquez bien que dans le circuit, il n'y a aucun GBF. Mais alors, exceptionnellement, entre guillemets momentanément, je vais ouvrir le circuit ici. Donc ça veut dire que je déconnecte ce fil. Et donc j'imagine qu'en entrée du circuit, j'ai mis un GBF. Bon, ce n'est pas une manip que vous avez faite en travaux pratiques encore, mais on peut faire ça. Et on considère donc toute cette chaîne qui est finalement constituée de 2 filtres en cascade. Hein, vous voyez qu'on pourrait calculer une fonction de transfert globale qui serait VS sur UE. Et donc on pourrait dire que c'est VS sur VE multiplié par VE, mais qui vaut aussi US, donc là il faut bien faire la différence entre VS et US, divisé par UE. Et donc VS sur VE, ça c'est la fonction de transfert du Pontevin. Donc 1 sur 3 plus J RC oméga moins, je la réécris comme ça volontairement, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est parce qu'on va utiliser l'équivalence fonction de transfert et équation différentielle. Donc on fait apparaître les termes en J oméga. Et puis US sur UE, ça c'était le gain G0. Alors pour l'instant, volontairement aussi, je l'écris G0. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc G0, qu'est-ce que c'était? Ici, G0, c'était 1 plus R2 sur R1. Donc ça, c'est la fonction de transfert globale de notre dispositif. Et donc ça, c'est aussi une idée intéressante. On peut faire des circuits électroniques où on met comme ça des filtres en cascade. Donc là, il y a un filtre actif, là, il y a un filtre passif. Et la fonction de transfert globale par des relations de Schall, vous savez, ça ressemble au grandissement en optique. Vous mettez des lentilles en cascade et vous faites le produit des grandissements. C'est exactement la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que le but, dans un premier temps, c'est d'établir une équation différentielle. Quelle est l'équation différentielle entre VS de t, donc en notation réelle, et UE de t? Point d'interrogation. Et là, on utilise un outil super important des circuits linéaires, parce que la relation entre VS et UE est une relation linéaire, c'est une fonction de transfert. On peut, si on connaît l'équadif, établir la fonction de transfert, mais on peut aussi, si on connaît la fonction de transfert, passer à l'équadif. Alors la technique, je pense que vous la connaissez, vous l'avez vu en première année. Donc la technique, c'est de faire un peu un produit en croix. Alors avant même, on pourrait s'arranger pour n'avoir que des polynômes en JRC oméga en haut et en bas. Vous voyez que là, on a 2 traits de fraction. On peut le faire plus tard. Hein, voilà, on va faire le produit en croix comme ça tout de suite. Donc on aura UE fois G0. Donc là, pour l'instant, ce que je fais tout simplement, c'est que voilà, je fais le produit en croix sur la fonction de transfert et je vais utiliser l'équivalence en notation complexe que dérivé par rapport au temps une amplitude complexe revient, enfin dérivé par rapport au temps une grandeur réelle, mais avec en valeur complexe exponentielle j oméga t, donc ça revient à multiplier son amplitude complexe par j oméga. Et vous savez aussi que intégrer, c'est multiplier l'amplitude complexe d'une grandeur sinusoïdale de pulsation oméga par j oméga. Et donc, ce truc-là, il faut que vous soyez capable, pratiquement je dirais comme ça, d'écrire l'équation différentielle qui va avec. Alors, quelle est l'équation différentielle qui va avec? Donc, on aura G0 UE de t égale 3 fois VS de t. Donc là, regardez bien, hein, j'ai enlevé les barres. Je ne suis plus en grandeur complexe, en amplitude complexe, mais je suis en grandeur réelle. Plus, donc, RC J oméga VS, donc ça fait D de VS sur dt.
Et là, on sait que moins J, hein, c'est 1 sur J, donc ça fait plus 1 sur RC intégrale de V de S de T dt. Alors tout à l'heure, j'ai dit que si on avait mis des polynômes en J oméga, on aurait multiplié dès cette étape en haut et en bas par JRC oméga, on n'aurait pas eu d'intégrale. Bon, c'est pas grave, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire? Ici, vous pouvez en fait dériver cette équation qui est en réalité est d'ordre 2 en VS. D'accord? Donc ça nous donne du RC d2VS sur dt2 plus 3 dVS sur dt plus 1 sur RC VS de t est égal à G0 d de UE sur dt. Donc voilà la première étape. Et vous allez comprendre après pourquoi donc ce truc-là va faire un oscillateur sinusoïdal ou quasi sinusoïdal. Donc on a cette relation-là. Je vous rappelle au passage la définition de l'ordre d'un filtre. C'est intéressant ça. Regardez, l'ordre d'un filtre, c'est le degré de dérivation le plus élevé dans l'équation différentielle pour Vs de t, donc dans cette équation différentielle qui relie Vs et UE, quand on considère ici la chaîne complète des deux filtres mis l'un après l'autre. Donc ça, c'est la définition de l'ordre. Et comment vous retrouvez aussi cette définition de l'ordre d'un filtre? Le passe-bande, là, c'est un filtre d'ordre 2. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il n'y a pas de oméga carré. Mais le oméga carré, on ne le voit que quand on multiplie en haut et en bas par JRC oméga, c'est-à-dire qu'on met effectivement la fonction de transforme sous la forme d'un produit, hein, d'un quotient de deux polynômes en J oméga. Alors ça, c'était la première étape. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va boucler le système. Je remets mon petit fil là. Mais si je remets mon petit fil, tout ce qui est relié par un fil est au même potentiel. Donc ça veut dire que le potentiel Vs, il est égal aussi à la tension au potentiel UE. Donc si je mets le fil, j'ai Vs égale UE. Et donc dans cette équation, alors je peux remplacer UE par Vs. Regardez, ça va être très joli. Donc d2Vs sur dt2 plus 3 moins G0 dVs sur dt plus 1 sur RC Vs de t égale 0. Et voilà la clé de notre montage. Tout est là. Tout est dans cette équation différentielle. Alors qu'est-ce que c'est comme équation différentielle? C'est une équation d'ordre 2. Elle est linéaire. Elle est en Vs. Une fois que j'ai bouclé le circuit sur lui-même, remarquez qu'il n'y a plus de GBF. Il n'y a plus de tension d'entrée qui imposerait sa fréquence. Non, mais c'est l'équation vérifiée par Vs. Alors là, quelles conditions il faut pour avoir un oscillateur sinusoïdal, mathématiquement parlant, quand on regarde cette équation? Qui peut me dire qu'est-ce qu'il faudrait comme équation pour avoir vraiment une tension Vs de t qui soit une tension sinusoïdale? Et quelle serait la valeur de la pulsation à laquelle oscillerait Vs de t? Oui, Charles? Voilà, il faudrait qu'on ait l'équation de l'oscillateur harmonique. Donc, oscillateur sinusoïdal, voilà la condition en fait pour avoir un oscillateur sinusoïdal, c'est que le terme, j'allais dire d'amortissement, parce que quand ce terme est non nul, alors vous allez voir, ça va être plus subtil que ça parce que ça va dépendre du signe de cette parenthèse. Mais de façon générale, la plupart du temps, ce terme-là, normalement, dans toutes les situations qu'on rencontre en physique, il est positif. Donc, en tout cas, il nous faut que G0, il faut choisir un gain G0 égal à 3. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'amplificateur inverseur, 1 plus R2 sur R1. Pourquoi on a mis ici une résistance variable? Vous devinez? C'est parce qu'on veut pouvoir justement régler R2 de manière à approcher cette valeur du gain 3. Donc ici, si vous mettez une résistance de, combien on a mis? 1 kΩ, hein, donc il faudra que R2 vaille 2 kΩ pour que 1 plus 2 égale 3. Mais seulement, est-ce que ce truc-là va pouvoir vraiment être vérifié expérimentalement? Jamais vous n'aurez pile G0, parce que ça c'est mathématique. Et G0 égale 3, on va voir ce qui se passe. Mais avant, je reviens sur l'oscillateur sinusoïdal. Donc 3 égale G0, donc ça nous donne quoi? L'oscillateur harmonique. Et quelle est la pulsation? Alors ça aussi, ça va être très fort. Regardez. Parce que
quelle est la pulsation propre de ce circuit? C'est oméga 0 carré égale à 1 sur RC. Et Vs de t est donc de la forme V0 cosinus oméga 0t plus phi au carré. Donc oméga 0 égale 1 sur RC. Mais qu'est-ce que c'était que ce 1 sur RC dans toute l'étude théorique qu'on a faite du filtre de Wien? Regardez bien. En fait, ça correspondait à la fréquence de résonance du filtre de Wien, c'est-à-dire celui qui annule cette parenthèse. Donc là, vous voyez que mathématiquement parlant et physiquement parlant, le circuit va osciller de lui-même à la fréquence propre de la chaîne de retour on appelle ça parfois une chaîne de retour, ça c'est la chaîne amplificatrice. Et ça, cette chaîne-là, elle sélectionne les fréquences à laquelle va osciller l'oscillateur. Donc ça, c'est déjà un résultat super puissant. Alors, dans la filière PC, il y a une petite analogie à faire entre ça et le laser. J'y reviendrai quand je ferai le cours détaillé sur le laser. Mais regardez, un laser, en fait, ça va être une cavité optique dans laquelle on va avoir une onde électromagnétique qui fait des allers-retours. Et ce qu'on démontrera, c'est que cette cavité, elle a ce qu'on appelle des modes propres, comme la corde de Meld. Vous vous souvenez la corde de Meld, hein? La longueur de la corde est un multiple entier de la demi-longueur d'onde. Et donc ça définit les fréquences propres. Donc les fréquences propres, c'est les nu-n est égal à CNC sur 2L, les multiples du fondamental. Alors, la grande différence qu'il y aura entre le circuit avec le filtre de Wien et le laser, c'est qu'au lieu d'avoir une seule fréquence propre, parce que là on n'a qu'une seule fréquence propre, il y aura, on pourrait presque dire, une infinité de fréquences propres, mais le laser, justement, on verra que sa fréquence caractéristique, de la même manière qu'ici, l'oscillateur quasi-sinusoïdal, on le voit mathématiquement et on le voit expérimentalement, va osciller à la fréquence de résonance ici, et bien de la même manière, le laser, ce seront ce qu'on appelle les modes du laser, il va osciller à une ou plusieurs fréquences de la cavité. Et ce qui va jouer le rôle d'amplificateur, c'est ce qu'on appelle ici le milieu amplificateur. C'est-à-dire que là, voilà, pour faire un laser, il faut une cavité qui sélectionne les fréquences, mais il faut aussi un milieu amplificateur qui va jouer le rôle ici de l'amplificateur non inverseur. Alors j'y reviendrai en détail dans le cours sur le laser, mais voyez déjà cette analogie, a priori pas du tout évidente, entre cet oscillateur et le laser. Alors, on en est là. Ce truc-là, si j'arrive à régler G0 égale 3, mais avec une précision idéale, doit osciller à la fréquence 1 sur 2pi RC. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Expérimentalement, je sais que je ne vais pas pouvoir régler pile G0 à 3,0000. Alors, ça veut dire que ou bien cette parenthèse va être positive, ou bien cette parenthèse va être négative. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Attention, c'est vraiment ça le point crucial sur l'analyse de l'équation différentielle. Qu'est-ce qui se passe si ce terme-là est positif? Quelles sont les solutions de cette équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant? Dans tous les chapitres de physique qu'on a rencontrés jusqu'à présent, en électricité, en mécanique, ce terme-là, il est positif ou négatif? Il est positif. Qu'est-ce que c'est qu'un système stable? Qu'est-ce que c'est qu'un système stable? Définition d'un système stable. C'est un système pour lequel les solutions de cette équation tendent vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'un système soit stable? Eh bien, il faut que tous les termes ici de l'équation différentielle soient de même signe. J'ose pas dire positif, parce que si vous multipliez tout par moins 1, hein, mais il faut qu'ils soient tous de même signe. Autrement dit, à part ce chapitre, j'allais dire, si dans votre cours de physique, vous rencontrez un truc avec un terme qui est négatif et les deux autres positifs, ou l'inverse, dites-vous que vous vous êtes planté. Vous vous êtes planté. Parce que, voilà, ça doit... Alors, comment je sais que si ce terme-là est positif, Vs de t tend vers 0? Quelles sont les solutions possibles? Ça dépend du signe du discriminant de l'équation caractéristique. Si le discriminant est positif, j'ai un régime apériodique. S'il est nul, j'ai un régime critique. S'il est négatif, j'ai un régime pseudo-périodique. Est-ce que c'est ça qu'on cherche à faire, nous? Eh bien, exceptionnellement, non.
C'est-à-dire que nous, en fait, on cherche un système, et c'est très très rare, vous voyez, on va chercher un système instable. C'est-à-dire que pour faire naître les oscillations, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'en réalité, G0 soit plus grand que 3. Pourquoi? Ben parce qu'au lieu d'avoir des solutions, alors par exemple du type pseudo-périodique, qui soient amorties exponentiellement, nous, ce qu'on veut, c'est faire naître les oscillations. Et ça, on peut le visualiser avec un oscilloscope sur le circuit. Alors c'est assez délicat, on va le faire avec tous les groupes, on va essayer. Donc, alors comment faire ça? Donc vous êtes avec votre circuit, il n'y a plus de GBF, vous l'avez bouclé sur lui-même et vous trifouillez la résistance R2. D'accord? Donc, si cette résistance R2 est trop grande, est très grande, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va plutôt partir d'une valeur qui est petite. Si la résistance R2 est petite, petite ça veut dire plus petite que 2 kΩ, hein, dans notre exemple, et alors là, vous ne verrez pas les oscillations, donc il ne se passe rien. Petit à petit, vous augmentez la résistance R2. Alors, au début, on va y aller un peu bazooka, vous allez y aller de kilo en kilo-ohm, hein, et là, vous verrez tout de suite naître les oscillations. Mais attention, si ce terme-là est très négatif, vous verrez que les oscillations ne sont pas bien sinusoïdales. Alors, pourquoi? Ben parce que, effectivement, les oscillations vont naître, mais en fait, elles vont être limitées. Alors, voilà une autre grande idée de cet oscillateur, c'est que vous savez que US de T, là, à la sortie de l'ampli-op, ne peut pas dépasser les tensions de saturation de l'amplificateur opérationnel. Autrement dit, les non-linéarités de l'amplificateur vont limiter l'amplitude des oscillations. Voilà un autre point très très important. Ce sont les non-linéarités, c'est-à-dire le fait que VUS soit limité aux tensions de saturation qui va limiter, parce que sinon on a l'impression que la tension elle va tendre vers l'infini. Évidemment, on sait qu'énergétiquement ce n'est pas possible. Donc ce sont les non-linéarités de l'amplificateur qui vont limiter l'amplitude des oscillations. Et effectivement, c'est ce que vous allez voir. Seulement, si ce terme est très négatif, vous aurez un oscillateur qui ne sera pas très sinusoïdal. Hein, vous allez avoir un signal qui sera assez bosselé. On pourrait prendre son spectre, hein, sa transformée de Fourier avec l'oscillo, vous verrez, il y aura des harmoniques. Hein. Donc pour qu'il soit vraiment bien sinusoïdal, il faut se mettre proche de la naissance des oscillations. Et ça, vous pouvez l'approcher presque au ohm près, hein, avec, en prenant la résistance, en jouant. Donc d'abord, vous l'approchez au kilo-ohm, et après à la centaine d'ohm, à la dizaine d'ohm, et après à l'ohm près, et vous regardez net les... Et alors après, avec le trigger, avec le déclenchement de l'oscillo, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez un seuil de déclenchement ici, à un certain niveau, vous déclenchez ce qu'on appelle en mode unique pour un événement unique parce que ce truc-là ne va apparaître qu'une seule fois et vous réglez le seuil de déclenchement et vous attendez en réglant une base de temps suffisamment longue pour que les oscillations soient bien serrées et donc vous allez voir naître cette exponentielle. Voilà, c'est super beau et donc vous allez après avoir les oscillations et vous pouvez vérifier qu'elles sont bien à la période T0 qu'on a prévu par la théorie. Voyez. Donc voilà l'oscillateur sinusoïdal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi et d'où ça vient qu'elles naissent les oscillations, puisqu'il n'y a aucun GBF là-dedans qui envoie dans le circuit un signal à la pulsation oméga 0. C'est vrai. Alors d'où ça vient? Ben, en fait, c'est du bruit. Hein. Vous savez que là, l'ampli-op, il est alimenté par l'alimentation plus 15-15. Il y a toujours un petit bruit électronique. Donc, dès qu'il y a un petit bruit qui est à la bonne fréquence, qu'on ne contrôle pas, c'est pour ça que c'est délicat, eh bien, il va être automatiquement amplifié exponentiellement et c'est lui qui va donner naissance à ces oscillations. Mais c'est ce qui rend aussi un petit peu capricieux ce dispositif. Voilà, donc on a réalisé l'oscillateur à Pontevin qu'on voit ici câblé sur la plaquette avec l'amplificateur inverseur, non inverseur et le filtre de Wien. Et donc ça c'est la résistance variable R2 qui nous permet de régler le gain de l'amplificateur non inverseur afin de faire naître les oscillations. Donc on a démontré dans la partie théorique que si le gain dépassait 3, hein, avec les valeurs numériques qu'on avait, les oscillations pouvaient prendre naissance.
Donc là, je vois que en bougeant grossièrement sur le calibre donc de 1000 ohms, sachant que la résistance R1, elle vaut 1000 ohms, et donc je vois que je peux faire naître les oscillations, mais on voit ici que l'oscillateur porte bien son nom, il est bien quasi sinusoïdal, puisqu'on voit bien que là, on n'a pas une belle sinusoïde. Alors tout ça, pourquoi? C'est parce que notre résistance est probablement bien au-dessus de la résistance qui permet de faire naître les oscillations. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est essayer de faire naître progressivement les oscillations, donc de m'approcher un peu plus subtilement, donc là on voit qu'elle meurt, m'approcher un peu plus subtilement de la résistance qui fait naître ces oscillations. Donc là, c'était avec les centaines, donc là je vais m'approcher avec les dizaines. Donc là, on voit qu'elles meurent, là elles naissent. Donc je reviens en dessous et maintenant à l'ohm près, je vais essayer de les faire naître. Donc là, vous voyez, à l'ohm près, on passe du côté où le système est stable, donc exponentielle décroissante, et là le système est instable, et donc on voit naître les oscillations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la base de temps de manière à voir naître ces oscillations sur un intervalle de temps beaucoup plus grand. Donc ce qu'on aimerait, c'est voir les enveloppes exponentielles croissantes. Donc là, les oscillations sont bien en place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en dessous de la résistance critique pour qu'elles meurent. Donc là, on voit bien leur décroissance au cours du temps. Voilà. Et donc, je vais passer en mode single, c'est-à-dire déclenchement sur un phénomène unique. Donc je vais dans le menu de la base de temps, voie 1, source 1, balayage, donc configurer, non c'est pas là, c'est ici, donc mode unique. Donc là je veux déclencher en fait sur un événement unique et je vais régler le seuil de déclenchement, donc je le mets un peu au-dessus du minimum. Donc cela signifie que quand les oscillations vont naître, l'oscilloscope avec la base de temps que j'ai réglée, on devrait voir l'enveloppe exponentielle croissante et la naissance de ces oscillations. Donc allons-y, on modifie la résistance. Et on attend. Voilà. Ok, donc là on a un premier jet. On voit bien l'enveloppe exponentielle, donc je vais modifier la base de temps ici, voilà. Et donc là on voit bien la naissance des oscillations. Donc je rappelle que ce système-là, il n'y a aucun générateur basse fréquence qui est relié à ce circuit. Mais en fait, ce sont un bruit. Dès qu'un bruit qui traîne dans le circuit au travers de la tension d'alimentation de l'ampli-op circule et qu'il est à la bonne fréquence, comme le système est instable, il est automatiquement amplifié. Et d'ailleurs, on peut s'amuser à mesurer la fréquence des oscillations. Alors, on devrait prendre plutôt les curseurs. Donc, manuel. Donc, voie 1. Là, on va mesurer la fréquence de ces oscillations. Curseur B. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'on est effectivement à la fréquence de résonance 1,6 kHz. On est bien à la fréquence de résonance du circuit à Pontevin. Donc, on a réalisé un oscillateur quasi sinusoïdal qui, de lui-même, sans GBF extérieur, sans excitation autre que les alimentations de l'ampli-op, va se mettre à osciller de lui-même à la fréquence de résonance du Pontevin.